Madame la vice-présidente, monsieur le directeur des archives départementales, mesdames, messieurs, chers amis, je vous remercie de cette invitation pour traiter, pour commémorer, pour remettre en histoire ce 5e congrès du Parti socialiste SFIO de Toulouse qui s'est déroulé du 15 au 18 octobre de 1918. Oui. Non, ça marche pas. Ça marche pas. D'accord. Bon. Ah, voilà. Parfait. Non, mais je ne pourrais pas... Non, mais est-ce que vous m'entendez correctement? Bon. Nous ne pouvons que nous féliciter de l'achat par le Conseil départemental du manuscrit de Jaurès titré « Motion de la Fédération socialiste du Tarn en vue du congrès de Toulouse de 1908 ». Tout comme nous pouvons nous remercier Roland Foissac d'avoir édité et commenté cette résolution. Tout cela invite les historiens à réexaminer le rôle et la place de son congrès de 1908, congrès fondateur au même titre par certains côtés que le congrès d'unité de 1905. Mais nous pouvons, disons, constater que l'historiographie n'a pas, disons, réservé à ce congrès toute l'importance qu'il mérite. Les historiens n'ont pas accordé à ce congrès l'importance qu'il mérite, à mes yeux, même s'ils ont souvent retenu cette fameuse formule de Jaurès, non, ce n'est ni par un coup de main, ni même par un coup de majorité que nous ferons surgir l'ordre nouveau. Jaurès, en effet, a proposé aux délégués de ce congrès socialiste d'adopter la stratégie qu'il avait formulée déjà dès 1901 de ce qu'il appelait l'évolution révolutionnaire. Et à la fin du congrès, ovationné par, disons, l'ensemble des congressistes, il leur dit que désormais, l'unité étant vraiment soudée, il faut mettre à l'ordre du jour l'organisation socialiste de la France et préparer un programme dans ce but. Je vous ai dit, l'historiographie nous réserve quelques surprises. Effectivement, le premier biographe universitaire de Jaurès, l'américain Hervé Goldberg, ignore l'élaboration en 1901, dans 22 articles de la Petite République, par Jaurès, de cette conception de l'évolution révolutionnaire. Mais, aux surprises, il ignore encore plus, ou presque, le congrès de Toulouse, dont il ne fait allusion que dans une note, une petite note consacrée à, je cite, la querelle doctrinale entre syndicalistes révolutionnaires et parlementaires socialistes. Il y a une quarantaine d'années, Max Gallo ignorait lui aussi l'élaboration stratégique de l'évolution révolutionnaire par Jaurès en 1901. Par contre, il traite en quelques pages du congrès de Toulouse où il dit que Jaurès s'impose enfin comme chef de parti et il écrit même ceci, il dit ce n'est pas seulement la victoire de Jaurès, c'est sa revanche. Sa revanche. Pourquoi? Voici ce qu'écrit Gallo. L'unité où il paraissait s'être engagé en vaincu en 1904 s'est faite enfin autour de lui et de ses idées. Max Gallo caricature un peu l'histoire parce que Jaurès n'a pas été un vaincu en 1904, n'est pas passé sous les fourches codines de Guesde en 1905 pour que se fasse l'unité du Parti socialiste. Et voilà pourquoi il exagère peut-être en disant que c'est enfin le triomphe, le miracle qui s'est produit. Plus près de nous, il y a 15 ans, Jean-Pierre Rioux, reprenant les hypothèses de Madeleine Rébériou sur les rapports entre Jaurès et Marx et sur la notion d'évolution révolutionnaire, consacre, lui,
tout un chapitre de sa biographie de Jaurès au Congrès de Toulouse. Vous voyez, le Congrès devient central. Mais comment est-ce qu'il le résume, Jean-Pierre Rioux, ce Congrès? Ce Congrès a entendu enfin, au sens propre, le message le plus simple et le plus fort, la parole de l'Évangile selon Jaurès. Alors, il ne dit pas de bêtises, mais il dit, en France, les socialistes n'ont pas à choisir entre la révolution de 1789 et la révolution prolétarienne, le jacobinisme et le marxisme, la République et la lutte de classe. Pourquoi? Eh bien parce que, nous dit Jean-Pierre Rioux, le Congrès de Toulouse consacre l'éloge de la réforme décliné par Jaurès. L'éloge de la réforme, c'est le titre que l'historien Alain Bourgougnou donne à la réédition il y a 10 ans du fameux discours de Jean Jaurès, le discours de 5 heures lors de ce congrès socialiste. Et Bourgougnou souligne que, je cite, la controverse principale était bien entre les guesdistes pour définir la place et la nature du réformisme socialiste, et que Jaurès réussit à y faire prévaloir une conception du socialisme intimement liée à la démocratie qui sera par la suite la boussole de tout le socialisme français. Curieusement, la même année, un historien de la même sensibilité, Christophe Prochasson, prend le contre-pied et dit « Éloge de la réforme, peut-être, mais c'est surtout une utopie délibérative. » Pour Christophe Prochasson, qui analyse la façon dont Jaurès pratique les congrès, eh bien, Jaurès réussit à obtenir l'unanimité à la fin du congrès par des procédures rhétoriques, à la fois des procédures, disons, de dialogue, de combat ou, disons, d'explication. Christophe Prochasson, donc, estime que peu importe les arguments politiques, ce qui compte, c'est essentiellement la technique, la sociologie qui permet le ralliement de cette unanimité et qui fait que Jaurès s'impose définitivement comme le grand tribun d'une unanimité utopique. Bon. Alors, la question est posée. Évolution révolutionnaire, éloge de la réforme, utopie, disons, délibérative. Pour ma part, moi qui ai, disons, depuis 7 à 8 ans, préféré analyser la façon dont Jaurès entend dépasser l'opposition formelle entre réforme et révolution, j'ai préféré, à propos de ce congrès de 1908, m'intéresser à la façon dont Jaurès articule le but et les moyens, de quelle manière il définit la notion de réforme et, enfin, de quelle manière il en conclut que doit fonctionner et se développer le Parti socialiste. Voilà pourquoi j'ai préféré, disons, sous-titrer mon papier, mon article sur le 5e congrès du Parti socialiste, la fabrique de l'unanimité, parce que c'est par une argumentation politique, plus que tout, que Jaurès va, disons, réussir à dépasser les oppositions internes et les tendances, voire les fractions qui étaient en train de se constituer dans le Parti socialiste. Premier point, il y en aura 2. Dans quel contexte se déroule ce congrès de Toulouse? Eh bien, je situe tout de suite l'enjeu. Unifié en 1905, ce Parti socialiste était menacé d'explosion en 1908. En effet, depuis octobre 1906, Georges Clemenceau cumule à la fois la présidence du Conseil et le ministère de l'Intérieur. S'il a été le premier, disons, à créer un ministère du Travail confié à l'ex-socialiste indépendant Viviani, il n'a pas obtenu pour autant la confiance des députés socialistes qui ont
décidé de juger le gouvernement Clemenceau sur ses actes et non pas sur ses promesses, en dépit d'engagement de Clemenceau à mettre en œuvre un certain nombre de réformes sociales. Le nouveau gouvernement Clemenceau va en effet pratiquer très vite une virulente oppression, disons, du mouvement social. Déjà, auparavant, en 1906, Georges Clemenceau avait très fortement réprimé les grèves des mineurs du Nord et du Pas-de-Calais à la suite de la catastrophe de Courrières, qui avait fait plus de 1200 morts. Il avait également décrété l'état de siège le 1er mai 1906 afin d'interdire la grève générale lancée par la CGT pour mettre à l'ordre du jour la journée de travail de 8 heures. Au printemps de 1907, Georges Clemenceau, disons, ne fait qu'aggraver la répression violente. Il brise les grèves des dockers de Nantes, des électriciens et des gaziers et des postiers à Paris. Il révoque les dirigeants du syndicat des instituteurs qui venaient de se former. Et vous savez, vous, ici, de quelle manière il réprime dans le sang, par l'armée, les multiples manifestations de masse des viticulteurs en pleine crise. Les députés socialistes ne pouvaient donc faire que s'opposer fondamentalement à une telle politique d'hostilité au monde du travail. Et Jaurès dénonce en octobre 1907, avec très fort engagement, ce comportement, cette violence d'État de Clemenceau au service du capital. 1908, eh bien, la série continue. La répression est encore plus meurtrière. En juin, la grève des sablières de Draveil est brisée par la troupe, 3 morts relevés. En juillet, la police tire sur les manifestants du bâtiment en grève à Villeneuve-Saint-Georges. 4 nouvelles victimes, 50 blessés. Le 1er août 1908, Clemenceau fait arrêter les dirigeants de la CGT. Bilan social de 2 ans de gouvernement socialiste, de gouvernement radical, 20 morts, 667 blessés, 392 mises à pied, 104 années de prison. Voilà pourquoi le secrétaire général du Parti socialiste, Dubreuil, à l'ouverture du congrès, ne pouvait que déplorer que les organisations ouvrières sont poursuivies maintenant et révoquées comme elles n'ont jamais été depuis 15 à 20 ans. Il est donc logique que la question des rapports entre syndicalisme et socialisme, entre CGT et parti SFIO, se repose au congrès de Toulouse, puisque l'actualité le veut. Mais la question a déjà été nettement tranchée 2 ans auparavant au congrès socialiste de Limoges, qui s'est tenu en novembre 1906, à peine 1 mois après qu'au célèbre congrès de la CGT d'Amiens, le syndicat CGT ait adopté cette fameuse charte qui prône l'indépendance syndicale à l'égard de toutes les sectes et partis politiques. L'ordre du jour du congrès de Toulouse est beaucoup plus large parce qu'il porte sur la situation générale du parti. En effet, aux élections générales de 1906, le Parti socialiste a recueilli 872 000 voix masculines, bien sûr, environ 10% des suffrages et 51 députés. Le résultat est relativement décevant parce que la discipline républicaine, qui a joué pleinement au 2e tour, a beaucoup plus profité aux radicaux. Et que, disons, la dérive répressive du gouvernement radical compromet toutes les promesses de réforme qui avaient été formulées, assurance sociale, retraite ouvrière, impôt sur le revenu. Seule concession du gouvernement Clemenceau, le congé hebdomadaire obligatoire de 24 heures a été adopté. Mais cette crise sociale est surtout oblitérée par, je dirais, une poussée de nationalisme à l'occasion
de l'intervention coloniale de la France au Maroc. Les droites nationalistes exultent. L'action française est en pleine, progression. Elle a le vent en poupe. Alors que le Parti socialiste, en dépit de son opposition résolue au gouvernement Clémenceau, a l'impression de ne pas recueillir tous les fruits de son combat. Certes, le Parti socialiste progresse dans son recrutement. 53 000 cartes placées en 1908 contre 43 000 seulement en 1906. Mais ce n'est pas pour autant que le parti trouve son unité et le parti, disons, est traversé par un grand malaise. Exemple. Dubreuil, le secrétaire général, déclare à l'ouverture du Congrès « C'est la première fois que nous nous trouvons en présence non plus de 2 ou 3 motions contradictoires, mais d'une vingtaine de motions dans lesquelles les fédérations ont essayé de définir la meilleure résolution de tactique et d'action générale à proposer au Congrès. » Et oui, c'est vous dire l'effervescence. Plus de 20 motions de fédération. Jean Longuet, le petit-fils de Marx, cherchera à les classer et dira qu'il y a grosso modo 4 catégories de motions, sans compter une motion inclassable, celle de Jaurès. Bien. Et pourtant, il met en garde contre le danger de constitution de fractions organisées. Présentation de ces tendances, de ces fractions. Les fédérations du Nord et de la Dordogne défendent les positions traditionnelles des guesdistes. En l'absence de Guesde, qui est hospitalisé à Berlin, c'est Paul Lafargue, le vétéran, qui, disons, tire les leçons négatives de l'expérience de ce gouvernement Clémenceau. La preuve est faite, dit-il, que le parlementarisme et la forme du gouvernement bourgeois sombrant dans un cortège de violence, de corruption et d'incompétence. Écoutez ce que dit Lafargue. Les socialistes ne sont pas des parlementaires. Ils sont au contraire des anti-parlementaires qui veulent renverser ce régime de mensonges et d'incohérence. Voilà pourquoi le parti doit être plus que jamais parti de révolution. En même temps, Lafargue dénonce l'anti-parlementarisme des anarchistes, car il dit que les socialistes doivent participer à ce combat électoral. Je cite encore, « Quand nous envoyons des députés à la Chambre, ce n'est pas dans l'espoir de diminuer la force d'oppression de l'État capitaliste, mais pour le combattre, pour procurer au parti un nouveau terrain de lutte. » Pour lui, l'action politique prime toutes les autres, l'action syndicale comme l'action coopérative. Mais c'est surtout sur les questions des réformes qu'il intervient. Il, disons, conteste l'importance que Jaurès, entre autres, accorde aux réformes. Pourtant, il dit, les réformes, même les plus bourgeoises, nous devons les prendre en main. Mais n'attendez pas que les réformes fassent reculer l'exploitation capitaliste. Nous refusons, dit-il, de mettre toute notre foi dans les réformes, comme Jaurès le fait dans la Fédération du Tarn, et de croire que la réforme accompagnant une autre réforme, on arrivera ainsi à faire pénétrer la propriété collective dans la propriété privée. Mais ce n'est pas seulement Jaurès qui est visé. Lafargue attaque également la motion de la Fédération de la Seine, qui est soutenue par Édouard Vaillant. Ne croyez pas, comme dans la motion de la Seine, que des réformes arriveront à restreindre le pouvoir patronal. Face aux guesdistes, les fédérations de la Côte d'Or, du Puy-de-Dôme et quelques autres, dont le principal porte-parole est le député Alexandre Varenne, défendent les positions traditionnelles de ceux qui n'hésitent pas à se déclarer réformistes ou encore modérés du centre. Même s'ils admettent que
l'expérience de la délégation des gauches qui a, disons, vu Jaurès soutenir les gouvernements radicaux de 1902 à 1905 est finie. Eh bien, même si, à cause, bien sûr, du comportement de Clémenceau, il reste attaché à l'idée de l'alliance avec les radicaux et de la pratique d'un programme commun. Il reste attaché à l'idée que les socialistes doivent, disons, être l'aile marchande de la France républicaine. Ils estiment que le travail parlementaire prime sur toutes les autres formes d'intervention, disons, du Parti socialiste. En dépit des condamnations de l'Internationale, ils sont prêts à voter le budget à condition que dans le budget, il y ait des promesses de réforme. Donc, voyez-vous, ce courant réformiste n'hésite pas à dire il faudrait que nous séparions le plus vite possible de ces gazistes, de ces orthodoxes marxistes qui nous font du tort. Il n'hésite pas surtout à dire il faut que nous excluions du Parti socialiste ces nouveaux venus, comme par exemple les antimilitaristes derrière Pierre Harvey, ou ces anarcho-syndicalistes derrière, par exemple, Hubert Lagardelle. Parce qu'ils ne font que prôner l'action violente ou la grève générale, et on n'a jamais vu de grève générale sans grévistes, ni, disons, d'insurrection sans insurgés. En effet, et c'est tout à fait nouveau, sont apparues dans le Parti socialiste, disons, de nouvelles tendances qui ont rallié, il faut bien le dire, de nouveaux militants, souvent jeunes. À l'extrême gauche, bien sûr, Gustave Hervé, disons absent parce qu'en prison, prône un antimilitarisme et un antipatriotisme virulent. Mais d'autres jeunes militants se sont fait les champions de l'action directe, de la grève générale et de la violence révolutionnaire, et leur principal porte-parole, c'est le Toulousain Hubert Lagardelle. Ils ont signé une pétition qui s'appelle la motion Jaubert, mais ils n'ont pas publié dans la presse du Parti socialiste, ils l'ont publié dans la presse anarcho-syndicaliste, dans le journal de l'Action directe. Ils se réclament à la fois de Proudhon, de Marx et de Georges Sorel, qui viennent de publier en 1908 ses réflexions sur la violence. Ils affirment le rôle nécessaire des minorités agissantes, car, disent-ils, seules les minorités agissantes sont capables d'entraîner les masses dans le combat pour l'élimination du patronat et l'élimination de l'État. Lagardelle développe cette idée très forte, avec grande violence. Ce n'est plus le nombre qui fait la loi, c'est l'élite qui, par sa qualité, entraîne la masse dans les chemins du combat. Lagardelle n'hésite pas à attaquer de manière virulente Jaurès dans le Congrès. Voici ce qu'il dit. Si le citoyen Jaurès a accepté le principe du syndicalisme, c'est pour mieux l'étouffer, car ces actes sont des actes de collaboration de classe et sa politique n'est pas socialiste. Il faut le faire. Mais, de l'autre côté, à l'opposé, d'autres jeunes intellectuels, souvent parisiens, ont, disons, développé des thèses complètement contradictoires. Ils sont peu représentés au Congrès, sinon par Albert Thomas, collaborateur, entre autres, de l'Humanité. Leur porte-parole est Charles Handler, qui, depuis 1900, disons, multiplie les condamnations du marxisme. Il parle de décomposition du marxisme, d'une ruine de l'orthodoxie marxiste. Il s'est rallié aux thèses de Bernstein, aux thèses de la révision du marxisme par Bernstein, le social-démocrate allemand, dont Jaurès a fait une critique très forte, pourtant, en janvier 1900. Donc, voyez-vous, il risque de compromettre Jaurès par ses positions. En 1908, dans un texte célèbre, Handler
n'hésite pas à développer l'idée que l'avènement du socialisme n'a rien de fatal et que le socialisme intégral ne se limitera pas et ne peut pas se limiter à la socialisation des moyens de production et d'échange, car, dit-il, le véritable socialisme repose sur, citation, une transvaluation de toutes les valeurs selon la parole de Nietzsche. Est-ce que Nietzsche serait devenu le nouveau porte-parole du socialisme? Prenons un peu de recul. Tranchant par la hauteur de ses vues avec ses premiers orateurs, l'ancien communard, l'ancien blanquiste Édouard Vaillant défend, disons, la résolution de la Fédération de la Seine, qui est très vite ralliée par les délégués du Pas-de-Calais, de l'Allier, de l'Aisne, du Cher et d'autres encore. Par deux fois, Édouard Vaillant, dans son intervention remarquable, développe et explique ce qu'il entend par évolution révolutionnaire. Il a repris la formule que Jaurès avait empruntée à Marx. Et il dit que l'action révolutionnaire, c'est tous les jours faire la révolution. Il s'explique. Il n'y a plus à opposer réforme et révolution, parlementarisme et antiparlementarisme. Toute réforme, tout progrès qui soit acquis par le Parlement ou par la force organisée du prolétariat est une vraie réforme, un vrai progrès, s'il nous donne un moyen de lutte nouveau et d'accroissement des forces prolétariennes. Depuis Limoges, depuis 1906, Vaillant préconise le rapprochement entre le Parti socialiste et la CGT, en dépit de la charte d'Amiens. Voici ce qu'il dit encore en 1908. Les membres de la CGT ont montré à Amiens que leur conception s'accordait avec la nôtre beaucoup plus que nous ne le pensions. Ce serait aussi criminel de vouloir subordonner la CGT au Parti socialiste que le Parti socialiste à la CGT. Et il reprend donc sur le syndicat la thèse de Jaurès. À Toulouse, il insiste plus particulièrement encore sur une autre idée. Il insiste sur l'idée que le Parti socialiste doit en permanence, tous les jours, multiplier toutes les formes d'action. Il faut, disent-ils, mener de front l'action politique, de propagande, mais aussi l'action parlementaire, l'action syndicale, l'action coopérative, l'action éducative, l'action idéologique, intellectuelle. Il faut combiner en permanence toutes les formes de lutte. Mais il innove en faisant un développement très particulier que j'ai souligné. Je voudrais, dit-il à la fin de son discours, que de ce congrès sortisse, à l'époque on sait manier le subjonctif, je voudrais que de ce congrès sortisse, effacer, dissoute toutes ces tendances anciennes, toutes ces anciennes fractions, et qu'il ne resta plus de différence active entre nous que celle de la liberté de pensée de chacun, élaborant l'action collective de tous. Condamnation donc de cette notion de fraction mettant en danger le parti. Vaillant, voyez-vous, en fait se rapproche de plus en plus de Jaurès depuis 1905, et cela est déjà inscrit dans les congrès antérieurs. Au congrès de Limoges, en 1906, la motion du Tarn, déjà défendue par Jaurès, a reçu le soutien officiel de Vaillant, et pour la première fois, l'a emporté par 147 délégués sur 140 à la motion déposée par la Fédération du Nord, soutenue par, Guesde. C'est en 1906 qu'il y a le rapport de force qui bascule entre les guesdistes et puis les jaurétiens. Au congrès suivant, à Nancy, en août 1907, la motion du Cher, soutenue par Vaillant et Jaurès, a écrasé la motion Guesde par 141 délégués contre 107.
Donc, voyez-vous, le guesdisme est en perte de vitesse. Le succès de Jaurès à Toulouse est annoncé. Encore faut-il que Jaurès soit capable, et ce que je vais chercher à montrer dans cette deuxième partie et dernière partie, comment est-ce qu'il a contribué à rallier les uns et les autres, afin, non pas d'être majoritaire, mais afin de réaliser l'unanimité. Donc, quelle est la fabrique? Comment fonctionne la fabrique de, disons, l'unanimité? Ce discours de Jaurès, le plus long de tous les discours de Jaurès dans les congrès socialistes, 5 heures, 2 heures le matin, 3 heures l'après-midi, après le repas, eh bien, peut se résumer en 3 ou 4 étapes, disons, pendant lesquelles il s'adresse plus spécifiquement à tel ou tel de ses contradicteurs, non pas ses ennemis, non pas ses adversaires, mais, dit-il, ses contradicteurs ou les compagnons, les camarades qui ne pensent pas comme lui. Dans une très brève et très dense introduction, inédite parce que implicite dans la motion de la Fédération du Tarn, il rappelle avec force, quel doit être le but du socialisme. Il faut que je vous lise cette définition. Ce but a été depuis longtemps défini avec une précision magistrale par tous nos maîtres, par tous nos congrès nationaux et internationaux. C'est la substitution totale de la propriété sociale à la propriété capitaliste. C'est l'organisation du travail affranchi, du travail souverain, devenu maître de tous les moyens de production et d'échange. J'insisterai sur cette notion de travail souverain tout à l'heure. Par cet appel, par ce rappel, très sec, très cassant par certains côtés, il entend non seulement rassurer les guesdistes, qui sont des marxistes orthodoxes, mais aussi il entend mettre en garde les révisionnistes qui penseraient établir un compromis avec le capitalisme. Le but du Parti socialiste, dit-il, est révolutionnaire. Il s'agit bien et bien de passer de la société capitaliste d'aujourd'hui à, selon la citation de Jaurès, à la société collectiviste et communiste que nous préparons, que nous annonçons. Alors, faut-il y voir un coup de chapeau, disons, au messianisme révolutionnaire des socialistes de Marx? Faut-il y voir une simple rhétorique, disons, utopique? À mon avis, non. Car Jaurès, tout de suite, pose comme deuxième question, comment le Parti socialiste atteindra-t-il ce but? Il élimine aussitôt quelques hypothèses. Nous ne pouvons pas attendre tout de la simple évolution de l'histoire. Mais nous ne devons pas non plus attendre la catastrophe finale. Elle ne viendra pas. Voilà pourquoi, dit-il, eh bien, il faut que nous suivions la voie de ce que Marx a appelé l'évolution révolutionnaire. Il fait une simple allusion à ces développements qu'il a menés en 1901, en 1903, en 1906, sur, disons, ce qu'est l'évolution révolutionnaire. C'est donc dans une perspective révolutionnaire à long terme du passage du mode de production capitaliste au mode de production socialiste que Jaurès élabore ce qu'il appelle sa stratégie. Il précise que cela n'a rien à voir avec le réformisme bourgeois, et encore moins, bien sûr, avec le révisionnisme à la Bernstein. Alors, concrètement, maintenant qu'on a précisé le but, quels sont les moyens de cette évolution révolutionnaire? D'emblée, Jaurès commence par déclarer, toujours dans cette introduction, non, ce n'est ni par un coup de main, ni même par un coup de majorité que nous construirons le monde nouveau. Sa première réponse est donc, de manière curieuse, doublement négative. Pourquoi? Eh bien, cherchons à comprendre. Tout d'abord, Jaurès s'adresse aux nouveaux venus dans le parti, en particulier, disons, à ces syndicalistes révolutionnaires. À eux,
mais également aux guesdistes et aux blanquistes, il concède qu'on ne peut pas écarter l'éventualité, à un moment donné du processus historique qu'on ne peut pas prévoir, le recours éventuel à la force ou à l'insurrection pour prendre le pouvoir ou pour défendre un pouvoir socialiste. Mais, dit-il, attention, pas d'enfantillage, car, disons, ce n'est pas par une simple prise du pouvoir insurrectionnel, comme en 1848, en février, ou lors de la Commune de Paris, que une insurrection victorieuse pourrait organiser un nouveau système économique et social qui serait collectiviste. En effet, au lendemain d'une insurrection politique victorieuse, à supposer qu'elle soit possible, le capitalisme restera toujours en place. Et le prolétariat sera impuissant à transformer ce régime s'il n'y a pas été préparé au préalable par, disons, une prise en main de la gestion économique et sociale par la conquête, et je cite Jaurès, d'institutions de tout ordre, syndicales, coopératives, corporatives, etc. Donc, il prend l'exemple. Même si la Commune de Paris avait réussi à finalement s'imposer, soutenu par la province, eh bien, ce qui serait sorti de la Commune de Paris, ça aurait été, dit-il, tout au plus, une république radicale socialiste. Ce n'aurait pas été une république socialiste. Jaurès s'adresse ensuite, on l'oublie trop souvent, à ces jeunes, disons, électeurs qui ont adhéré au parti, il faut bien le dire, quelque peu par opportunisme ou par révisionnisme. Et il leur dit, attention, même si nous envisageons l'hypothèse de conduire au Parlement une majorité de députés socialistes, nous créons des illusions. Ne vous faites pas d'illusions, car il serait impossible aussi, dans ces conditions, de faire une révolution sociale par un simple coup de majorité. Car, par un simple coup de majorité, pas plus que par un simple coup de main, l'ordre social capitaliste ne pourra être changé, encore une fois, si le prolétariat n'y a pas été préparé et organisé dans ce but. Le prolétariat sera incapable, disons, de s'emparer du pouvoir économique et social s'il n'a pas découvert sa force, sa compétence, disons, par toute une série de réalisations qui introduiront des formes de rupture avec le capitalisme. Voilà pourquoi Jaurès se retourne aussi vers les guesdistes et leur dit « Vous avez tort de sous-estimer et, disons, de différer les réformes, car ces réformes sont des prémices d'un changement social et cela, c'est la condition, disons, pour que, au lendemain de la conquête du pouvoir politique, nous puissions vraiment transformer le régime économique et social. » Mais alors, toujours dans cette introduction, Jaurès pose la question, quelle est la condition sine qua non de la victoire du prolétariat? Et alors là, je fais tout de suite une remarque. Quand Jaurès emploie le mot prolétariat, il emploie le prolétariat dans ce sens. Prolétariat ouvrier, paysan, intellectuel. Le prolétariat pour Jaurès, c'est pas seulement la classe ouvrière industrielle, c'est pas seulement les ouvriers agricoles, c'est pas seulement les fermiers et les métayers agricoles, c'est aussi les petits et moyens paysans, travailleurs et producteurs qui sont exploités par le marché, disons, agricole. C'est aussi l'ensemble des employés, des fonctionnaires, des enseignants, qui sont ce qu'il appelle des intellectuels sans capital, et qui sont des prolétaires intellectuels. Voyez-vous, le mot est galvaudé et n'a plus le sens aujourd'hui que Jaurès lui donnait. Eh bien, Jaurès estime, disons, qu'il faut que se forme pour cela un parti socialiste révolutionnaire et réformateur, mais pas réformiste. Et ça, je pense que c'est une distinction majeure, car il va, dans un long développement où il se cite lui-même, reprenant tout un passage de la
de la motion de la Fédération du Tarn, il développe sa définition du Parti socialiste. Nous n'acceptons pas que l'on oppose l'esprit révolutionnaire à l'action réformatrice du parti. Nous disons que dans un parti vraiment et profondément socialiste, l'esprit révolutionnaire réel est en proportion de l'action réformatrice efficace et que l'action réformatrice efficace est en proportion de la vigueur même de la pensée et de l'esprit révolutionnaire. En bon rhéteur, c'est un merveilleux chiasme où, voyez-vous, il retourne les formules. Bon, ça, c'est de la rhétorique. Mais il est tout de suite plus concret. Nous disons, précisément parce que le Parti socialiste est un parti de révolution, précisément parce qu'il ne se forme pas et parce qu'il ne se borne pas à réformer et à pallier les pires abus du régime actuel, mais veut réformer en son principe et en son fondement ce régime, précisément parce qu'il veut abolir le salariat, résorber et supprimer tout le capitalisme, précisément parce qu'il est un parti essentiellement révolutionnaire, il est le parti le plus activement, le plus réellement réformateur. En conséquence, conclut-il, le Parti socialiste doit lutter, revendiquer, agir, réaliser tous les jours, employer systématiquement toutes les formes d'action, quelles qu'elles soient, aussi bien parlementaires, législatives que syndicales et coopératives, car il s'agit de modifier à son profit le rapport de force. Mais il ajoute tout de suite une question décisive. Encore faut-il dissiper le malaise principal dans le parti. Encore faut-il définir ce que l'on entend par réforme. Et je cite encore Jaurès, « Il ne suffit pas de prononcer le mot réforme, il faut que nous l'entendions tous dans le même sens, avec le même degré, à la même profondeur. » Et voilà pourquoi, dans le matin du 17 octobre, il va, dans un premier long exposé, 30 pages de compte rendu sténographique, exposer sa conception de l'action réformatrice en prenant quelques exemples concrets, disons, comme les luttes pour les retraites ouvrières, les assurances sociales ou l'impôt sur le revenu. Mais dans ce développement, c'est essentiellement aux guesdistes, Lafargue, Rapoport, Braque, qui s'adressent parce que ce sont les guesdistes qui ont émis le plus de réserves face aux réformes depuis longtemps. Il veut non seulement leur reprocher leur réticence, leur pessimisme politique, mais aussi il veut prendre en compte leurs arguments afin de pouvoir retourner ces arguments et les mettre devant leurs contradictions et les rallier. À Lafargue, qui avait qualifié de comédie et de duplicité la propagande socialiste pour la réduction du temps de travail, parce que la réduction du temps de travail n'avait jamais, d'après lui, réduit l'exploitation capitaliste, Jaurès réplique. Je n'ai jamais dit que chacune de ces réformes, ni même qu'une série de réformes, suffira à abolir, à détruire l'exploitation capitaliste. Mais il demande aux guesdistes de reconnaître que les réformes donnent et donneront plus de sécurité et plus de bien-être à la classe ouvrière, qui ainsi tirera plus de force pour s'organiser, pour lutter et pour aspirer à de nouvelles réformes. À Lafargue, qui avait jugé dérisoire l'action du Parti socialiste pour, disons, défendre l'impôt sur le revenu que venait de proposer, disons, le ministre des Finances, eh bien Jaurès fait remarquer que Babeuf, Blanqui et Marx avaient été favorables dans leur temps à cet impôt sur le revenu et que le Parti socialiste doit mener au Parlement, même sur le terrain parlementaire, ce qu'il appelle sa lutte de classe. La lutte de classe passe aussi au Parlement. À Rapoport, qui avait, disons, dénoncé les réformes de structure, les régies municipales, les services publics, en disant que si ces réformes se développaient, elles allaient alimenter la collaboration de classe. Jaurès réplique
que ce ne sont pas là des caricatures du collectivisme, comme le dit Rapoport, parce que quand le Parti socialiste mobilise la classe ouvrière et oblige la bourgeoisie à concéder une réforme particulière, comme par exemple le retour à la, disons le rachat de la compagnie des chemins de fer, disons, de l'Ouest, on ne peut pas parler de collaboration de classe. Tout au plus, il y a, dit Jaurès, une modification temporaire du rapport de force en faveur du prolétariat qui peut arracher une réforme. Mais, disons, toute réforme n'est jamais acquise une fois pour toutes. Jaurès développe l'idée. Je ne crois pas plus à la fatalité de la réforme qu'à la fatalité de la révolution. Pour l'une comme pour l'autre, il faut l'intervention active du prolétariat. Il faut que le prolétariat agisse pour arracher les réformes. Il faut que le prolétariat se mobilise pour les défendre, ces réformes. Mais aussi, parce que toute réforme sera remise en cause, mais aussi, il faut que nous expliquions au prolétariat que si la bourgeoisie remet en cause ces réformes, c'est parce que c'est sa logique, c'est dans sa nature de classe qui tient à la propriété capitaliste. Et voilà pourquoi Jaurès conclut ce développement en disant que l'action réformatrice formulée par nous ne peut jamais être séparée de la propagande collectiviste et communiste. Toute réforme doit être défendue aussi par rapport au but suprême lointain. Braque, qui juge que, disons, Jaurès exagère la valeur des réformes, car la classe capitaliste tire profit de ces réformes en faisant des concessions à la classe ouvrière, en augmentant les salaires, par exemple, eh bien, la classe capitaliste peut intégrer la classe ouvrière et ainsi lui faire perdre son idéal révolutionnaire. Eh bien, Jaurès prend en compte cette remarque de Braque. Braque est un helléniste, un brillant universitaire de Lille, mais un disciple de Guesde. Si les guesdistes sont prêts à admettre l'idée que la lutte pour les réformes, disons, peut accroître la puissance de la classe ouvrière, ils refusent par contre d'admettre l'idée que les nouvelles institutions conquises par, disons, l'action réformatrice préfigurent la société nouvelle. Jaurès résume leur thèse en estimant que c'est une thèse, disons que c'est un argument fondamental, une objection à vraiment réformer. Jaurès leur dit, pour vous, la réforme peut être un acte de combat, elle ne saurait être un acte à aucun degré, un acte organique. Si vous voulez, les réformes, pour les guesdistes, sont de simples actes de combat, mais elles ne peuvent pas préfigurer la société socialiste future. Il faudra prendre le pouvoir, d'abord politiquement, pour vraiment instaurer le socialisme. Et alors, c'est là où on trouve toute la finesse, l'intelligence tactique, mais aussi intellectuelle de Jaurès. Prenons l'exemple de la politique agricole du parti. Il va ouvrir un très long dialogue avec le responsable de la politique agricole du parti, Compère Morel, un député du Gard, qui est guesdiste. Et Jaurès développe l'idée que la propagande des socialistes dans la paysannerie ne peut être efficace que si elle met en pratique par les paysans eux-mêmes ce que le parti appelle l'action directe, par l'organisation de coopératives viticoles, de coopératives agricoles, disons, de coopératives d'achat, par l'organisation de syndicats, disons, de fermiers et de métayers et d'ouvriers agricoles. Et bien sûr, Compère Morel répond, mais bien sûr, il n'y a que cette solution-là qui nous permet de faire du bon travail en milieu agricole, et qui nous permet de dépasser l'opposition entre propriété privée et socialisme. Et Jaurès continue. Jaurès dit, eh bien, c'est bien la preuve que le mouvement coopératif, entre parenthèses, qu'il a impulsé à partir de 1901 en devenant
le parrain de la cave coopérative viticole de Maraussan dans l'Hérault, eh bien, Jaurès dit que le mouvement coopératif illustre bien, je cite, la valeur organique de la réforme, valeur de préparation réelle de la société de demain, élément nécessaire du monde collectiviste d'après-demain. Valeur organique de la réforme, valeur de la préparation réelle de la société de demain, élément nécessaire du monde collectiviste d'après-demain. Et Compère Morel confirme ce que Jaurès vient de développer. Oui, nous demandons que les petits paysans forment des coopératives et des syndicats. C'est pour les préparer à la production commune. Production commune, en commun. Et il ajoute, c'est après seulement la conquête du pouvoir que nous transformerons la petite propriété en propriété collective. Donc voyez-vous, Jaurès, fier d'avoir réussi à retourner, disons, les gazdistes grâce à Compère Morel, peut conclure sur la question des réformes en disant ceci. C'est bien la preuve que les réformes présentent un double caractère. Premièrement, elles sont dès maintenant des instruments de défense des travailleurs. Et deuxièmement, aussi dès maintenant, elles sont une forme organique d'organisation qui prépare la société collective de demain. Et il conclut ce développement en disant qu'il faut étendre à tout le mouvement social cette double valeur de défense et d'organisation, et il est couvert à ce moment-là par des applaudissements très largement partagés, notent les sténographes, et quelque temps ensuite, Jaurès peut se féliciter de voir par la bouche de Braque et de Guesquière, deux députés du Nord, dire que les gazdistes de la Fédération du Nord se rallient à la position de Jaurès parce que le Parti socialiste doit être à la fois réformiste et révolutionnaire. Bon, Jaurès approuve, même s'il pourrait avoir quelques doutes sur la formation. L'après-midi, reprenant la parole, Jaurès commence par rappeler le rôle indispensable du syndicalisme dans la dénonciation, disons, constante, quotidienne des souffrances populaires. Ce qui fait la grandeur du syndicalisme, c'est qu'il renouvelle principalement, au contact des faits, le sentiment de l'âpre réalité sociale dans la classe ouvrière. La CGT, à l'époque, c'est 350 à 400 000, disons, travailleurs. C'est quand même 8 fois plus que le Parti socialiste. Mais Jaurès développe l'idée qu'il est nécessaire que l'ouvrier transforme sa dure expérience de l'exploitation, expérience toujours incomplète et partielle, en conscience de classe, et que ça, c'est fondamentalement au Parti socialiste à lui donner cette conscience. Et voilà pourquoi il dit que le syndicalisme, par l'action directe, contribue à la formation d'une immense humanité de revendications et de combats dont le mouvement doit converger avec la lutte menée par le Parti socialiste. Et puis, Jaurès va se livrer à une très longue critique des thèses anarcho-syndicalistes telles qu'elles ont été développées longuement, sous les huées souvent d'ailleurs des délégués, par Lagardelle. Il reproche fondamentalement à Lagardelle de mettre, je cite, de mettre le syndicalisme en opposition avec la démocratie, en opposition absolue. La démocratie, dit-il, est à l'origine du mouvement ouvrier, mais elle est aussi à son terme. Le syndicalisme, c'est la lutte de classe. La démocratie, c'est plus que cela, c'est autre chose. Lagardelle lui réplique. Le syndicalisme est un mouvement antidémocratique dans la mesure où il est un mouvement post-démocratique. Lagardelle développe l'idée, nous avons affaire à une démocratie bourgeoise qui n'a rien à faire avec le syndicalisme. Il faut abattre cette démocratie bourgeoise. Et le syndicalisme préconise l'avis que la démocratie a été impuissante à organiser. Voilà pourquoi, dit Lagardelle, le syndicalisme est antidémocratique. Voilà pourquoi le syndicalisme, c'est vraiment l'action directe. Jaurès lui répond.
qu'il ne fait que critiquer une démocratie fort imparfaite qui est celle d'aujourd'hui, mais que le socialisme demain aboutira nécessairement à une forme nouvelle de démocratie, à une forme supérieure de démocratie, à une démocratie politique, économique et sociale de nature bien différente. Jaurès poursuit. Il met en garde Lagardelle en faisant la critique de cette notion de minorité agissante. Il interpelle. Vous reprochez aux socialistes, vous reprochez aux socialistes d'être une oligarchie réduisant les travailleurs à être des moutons. Mais prenez garde, si vous prolongez jusque dans la société future cette notion de minorité agissante, c'est vous qui réduirez le prolétariat dans sa masse à être un ensemble de suiveurs ou de moutons. Donc Jaurès met en garde, et c'est vraiment une prémonition extraordinaire, Lagardelle contre toute tentation de despotisme et de fascisme, parce que vous savez que Lagardelle se ralliera dans les années 20 au fascisme mussolinien, puis ensuite au régime de Vichy. Le socialisme, voyez-vous, Jaurès argumente, le socialisme n'a pas pour mission d'émanciper seulement une élite du prolétariat. Non, le socialisme a pour but d'organiser et d'émanciper tout le prolétariat. Et plus que cela encore. Lagardelle, comme but principal, a la volonté d'organiser le syndicat pour contester l'autorité du patron dans l'atelier. Jaurès lui fait remarquer qu'il ferait mieux de contester la puissance d'exploitation capitaliste de l'atelier comme de la grande usine. Le but du socialisme, de toute façon, n'est pas simplement de contester l'exploitation. Le but du socialisme n'est pas seulement, disons, de libérer la classe ouvrière, car, disons, le socialisme lutte pour émanciper toute la nation, toute la société, pour l'émanciper et le libérer du capitalisme. Et Jaurès a ce schéma extraordinaire où il résume sa pensée politique en disant « Nous voulons appeler au socialisme tous les paysans, tous les petits propriétaires, tous les petits boutiquiers, tous les intellectuels. » En effet, à l'ouvriérisme étroit, Jaurès oppose, disons, l'alliance des classes anticapitalistes. Lagardelle avait proposé d'organiser les travailleurs en groupes autonomes dans les ateliers ou les fabriques. Jaurès lui dit « Attention, vous dites que c'est par ces groupes autonomes que vous allez organiser et contrôler la gestion. Attention, que vous, syndicalistes révolutionnaires, ne tombiez pas dans le corporatisme et qu'ainsi vous fassiez peser la responsabilité de la gestion sur les travailleurs et que vous dispensiez ainsi de ces responsabilités le capital qui restera maître disons, des entreprises. » En 1911, Jaurès ira encore beaucoup plus loin dans sa critique. Il fera une critique, disons, de ce courant en disant que l'autogestion n'est pas la solution. L'autogestion inspirée par Proudhon risque d'aboutir à des entreprises autonomes se faisant la concurrence les unes les autres et ainsi introduisant des rivalités, des conflits et des concurrences entre travailleurs eux-mêmes. Et une fois qu'il a fait cette démonstration très critique, Jaurès rebondit de manière positive et va se livrer dans un développement que l'on oublie trop souvent à une première formulation de ce qu'il appelle la démocratie sociale. Je cite, « Les mineurs, les ouvriers des chemins de fer veulent que la propriété capitaliste soit transformée, non pas aujourd'hui en propriété sociale. » Entre parenthèses, c'est moi qui commente, pour Jaurès, c'est prématuré. Mais, je recite Jaurès, en service public. En service public. Jaurès veut des nationalisations pour les services publics. Il veut des régimes municipaux pour la création de services publics. Pourquoi ? Je reprends la citation de Jaurès.
met en service public pour qu'il puisse faire en même temps, pour qu'il puisse se faire en même temps les défenseurs de l'intérêt ouvrier, mais aussi les défenseurs de l'intérêt de la collectivité. Pour Jaurès, eh bien, il a fait l'expérience, lors de la création de la verrerie ouvrière d'Albi, de ces questions de la gestion ouvrière. Ce n'est pas seulement, disons, de manière étroite pour la classe ouvrière que doivent se faire ces conquêtes, c'est pour la nation. Pour lui, la formule socialiste, ce n'est pas la mine au mineur, l'usine à l'ouvrier, la verrerie au verrier. Il le dit et il le répète, la formule c'est la mine à la nation, l'usine à la nation. Quand les usines, disons, deviendront de véritables monopoles. En 1908, à Toulouse, Jaurès émet des hypothèses. Il ne tranche pas, mais il invite tous les socialistes à réfléchir, à s'interroger sur ce que seront les conditions de la participation des travailleurs à la gestion des entreprises. Mais il pose déjà un objectif fondamental pour lui, à savoir, les travailleurs devront élire des délégués au suffrage universel pour que ces délégués participent au comité d'administration des entreprises avec autant de pouvoir que les simples actionnaires. En 1911, dans l'Armée nouvelle, Jaurès développera très largement cette conception de la démocratie sociale dans l'entreprise, mais pas seulement dans l'entreprise, au niveau aussi de l'État, avec le concept qu'il en sera à l'époque de Conseil démocratique du travail, qui doit prendre la place de ce Sénat rural, bourgeois et réactionnaire et conservateur qu'il faut balayer. Donc Jaurès, voyez-vous, inaugure une réflexion sur ce qu'est la démocratie sociale à développer, un objectif à, disons, creuser. Mais, concrètement, il débouche sur des solutions claires concernant les rapports avec le syndicalisme et cet objectif de la grève générale qui est la tentation, si vous voulez, un peu de la solution miracle pour tous ces jeunes militants. Il dit que la grève générale peut être une réelle solution de combat dans 3 cas précis. Premièrement, pour imposer la satisfaction de revendications communes à tous les travailleurs, comme par exemple la journée de 8 heures. Deuxièmement, pour défendre les libertés communes, pour défendre les libertés, disons, contre la violence du pouvoir d'État. Troisièmement, pour conquérir et imposer au Parlement et au patronat de grandes réformes sociales, disons, qui supposent que l'on bouscule le rapport de force pour cela. Et Jaurès emploie un argument nouveau. C'est cette grève générale, elle peut jouer un rôle d'étincelle révolutionnaire. En 1905, en Russie, c'est la grève générale qui a redonné un second souffle au mouvement révolutionnaire. Et il dit en 1908, la révolution continue en Russie. Voilà, voyez-vous. Mais Jaurès émet malgré tout des conditions pour que la grève générale soit réussie et pour que les grèves en général soient réussies. Il faut que les grèves soient organisées par de fortes organisations syndicales largement recrutées et pouvant étendre leur emprise sur toute la masse prolétarienne. Pas question donc de tomber dans le jeu de la classe ennemie par, dit-il, des mobilisations factices, par des simulacres de grève générale, par des grèves à jet continu. Donc la grève n'est pas la solution à tout va. Ces arguments de Jaurès sont tellement forts que quelques heures après, la motion Jaubert est retirée et que les anarcho-syndicalistes, les syndicalistes révolutionnaires, se rallient aux arguments de Jaurès, qui peut ainsi conclure son discours. Alors je passe sur le 4e et dernier point, savoir les rapports entre partis politiques, où il définit enfin de manière synthétique ce qu'il appelle l'action réformatrice du parti. L'action réformatrice du parti,
ce n'est pas un réformisme bourgeois, ni un révisionnisme bureaucratique, ni un réformisme de la paix sociale, mais une action de réforme vigoureuse, enthousiaste, soutenue par la lutte de la classe ouvrière et animée par l'intégrité de l'idéal socialiste. Jaurès, après vous avoir rappelé que depuis longtemps, il entend dépasser l'opposition formelle entre réforme et révolution, conclue pour de bon, et dit que il dit qu'il veut que s'affirme partout, que se dégage partout la double volonté d'affirmer la puissance irrésistible de la révolution sociale, marchant graduellement à la conquête et à la réorganisation du monde, et en même temps, oui, il dit et en même temps, l'affirmation de notre puissance d'action, avec toute notre énergie de réalisation. Et c'est à ce moment-là qu'éclatent les applaudissements, disons, prolongés, que tous les délégués se lèvent et font une ovation, une standing ovation, dirions-nous aujourd'hui, à Jaurès. Mais rien n'est encore gagné. Alors, voyez-vous, pour conclure, je vais quand même vous donner maintenant la clé de la fabrique de l'unanimité. Je crois vous avoir démontré que ce n'est pas seulement parce qu'il a fait preuve de civilité, de gentillesse avec ses contradicteurs qu'il les a ralliés. Certes, il a pris à témoin, lors de sa discussion avec Braque, disons, il savait être, disons, quelqu'un d'affable. Le Congrès m'est témoin dans toutes ces séances que je n'ai jamais employé à l'égard d'aucun membre du parti un langage injurieux ou blessant. Je n'insulte pas, je n'outrage pas, je n'injurie pas. Ce n'est pas non plus parce que Jaurès a fait preuve, disons, de remarquables qualités délibératives, agonistiques ou pédagogiques, comme le dit Prochasson, que sa rhétorique a réussi à dépasser les, disons, conflits internes au parti. Ce n'est pas seulement par sa supériorité disons, intellectuelle, par l'étendue de son savoir, par la profondeur de ses convictions, par la confiance en soi, par ses talents d'orateur que Jaurès s'est imposé. Je défends l'idée que c'est fondamentalement parce que Jaurès a gagné une bataille politique avec des arguments politiques. Pourquoi ? Parce que son discours ne fait pas de concessions. Son discours aurait pu, disons, heurter les guesdistes, puisqu'il accorde une grande importance capitale aux réformes. Son discours aurait pu heurter les réformistes, puisqu'il fait autant de concessions, disons, aux militants, ces nouveaux révolutionnaires. Il fait également, il aurait pu heurter les nouveaux militants d'extrême gauche, ces jeunes, parce qu'il les a appelés au calme, à la modération, et les a mis en garde contre les travers qui pourraient les amener à tomber dans les pièges de l'adversaire. Donc, voyez-vous, c'est par des arguments dialectiques que Jaurès, prenant en compte ce qu'il y a d'authentique comme question dans les positions des uns et des autres, leur permet de dépasser leur position initiale pour aboutir à une position plus globale, peut-être plus complexe, plus dialectique, mais aussi plus réaliste. Alors, comment obtient-il en fin de compte l'unanimité ? À la fin du congrès, la commission administrative permanente, la CAP, avait encore une fois deux projets alternatifs, disons, pour ainsi dire, préparés depuis quelques jours. Aussitôt, Vaillant exige, disons, une motion unique. Braque, pour les guesdistes, accepte. Et dans ces conditions, la CAP refuse d'adopter l'une ou l'autre des deux projets qui avaient été rédigés en début de congrès sur la base des synthèses des résolutions présentes, et on organise une sous-commission qui va être menée par Jaurès, avec Compère Morel, avec Braque,
avec Tanger, qui est un représentant de Vaillant, et un quatrième membre du, représentant certainement une tendance modérée. Et c'est cette motion, cette résolution finale qui va être adoptée. S'il en a été décidé ainsi, c'est pour que la résolution finale respecte l'unité vivante du Congrès qui s'est manifestée lors du Congrès, pour que l'unité socialiste elle-même soit de plus en plus assurée, non seulement dans la forme, non seulement dans sa structure externe, mais aussi dans son esprit, dans sa conscience commune, bien au-delà des dissidences, des dissentiments de droite et de gauche. Il suffit de comparer la déclaration de la Fédération du Tarn et les 2 pages de la déclaration commune pour comprendre tout l'apport de Jaurès. La déclaration finale, c'est quasiment du Jaurès craché avec quelques, disons, concessions qu'il a pu faire pour mieux expliquer certains développements à propos de la grève générale ou à propos de la mise en garde contre, disons, certains comportements. Voilà pourquoi Jaurès, qui est le rapporteur de cette motion finale, termine par ces mots. Voilà le sens de la motion. Non, ce n'est pas un réformisme timide, bourgeois et abattardi. C'est une action réformatrice, incessante, vigoureuse, continue, toujours animée par la passion révolutionnaire, par la sublime espérance d'un monde nouveau que nous avons à vous proposer. Et c'est à ce moment-là, si vous voulez, que jaillit à nouveau un tonnerre d'applaudissements. On met aux voix la résolution finale, on a fait l'appel des délégations, et la résolution finale est approuvée par 325 délégués sur 326 votants, une seule abstention, celle d'un certain Le Breton, qui, eh bien, s'est abstenu. Il avait été traité par Jaurès de réformiste routinier. Il préfère abandonner le parti socialiste et il ira rallier les socialistes indépendants. Donc, voyez-vous, c'est une véritable bataille politique que Jaurès gagne. Voilà pourquoi il estime désormais que le but, ce n'est plus de chercher à remettre en cause et à discuter, disons, le but final, ni même les moyens. L'objectif du Parti socialiste doit être la composition d'un programme d'organisation de la France socialiste de demain. Et vous savez qu'il avait plusieurs projets, outre celui abouti de l'armée nouvelle, en chantier quand il a été assassiné. C'est dire la perte, disons, capitale pour le socialisme français et même pour le socialisme international que représente l'assassinat de Jaurès, qui aurait certainement ouvert une voie pour le socialisme de la France et des pays européens bien différente de celle que nous avons connue au lendemain de la Première Guerre mondiale. Je vous remercie de votre attention.